dès que je suis entré dans la salle de conférence vitrée, l'air m'a semblé plus lourd que le silence. Je m'appelle Jared Quinn, et je n'étais pas censé survivre à cette réunion. J'ai pris une profonde inspiration, redressé le col de ma chemise et croisé le regard fixe de Marjorie Harland. Elle était assise derrière la longue table en acajou avec l'autorité d'un monarque, et devant elle se trouvait une simple feuille de papier avec 2 ordres simples, démissionner et divorcer de ma fille. L'absence de civilité faisait résonner ces paroles comme des coups de marteau. Je me suis glissé sur la chaise en face d'elle, veillant à ne pas trahir l'accélération de mon pouls. J'avais été convoqué par email. Aucune explication, aucune possibilité de me préparer. Lorsque l'assistante a refermé la porte derrière moi, les lèvres de Marjorie se sont courbées en un sourire poli qui n'a jamais atteint ses yeux. « Jared » a-t-elle dit d'une voix froide et posée. « Je t'ai exposé tes options. Signez ceci et vous partirez tranquillement. Refusez et vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. » Ces paroles auraient brisé la détermination de la plupart des hommes, mais je n'étais pas comme eux. 5 années de nuits blanches et de réveils matinaux à Harland Tech m'avaient appris à élaborer des stratégies à partir de rien et à survivre aux embuscades d'un prédateur. Je l'observais tandis qu'elle attendait ma réaction, croisant et repliant les mains avec cette attitude prédatrice délibérée qu'elle avait dû pratiquer sur d'innombrables parquets de salles de réunion. Mes paumes étaient glissantes contre le cuir de ma mallette, mais j'avais l'esprit clair. Je posai la mallette par terre, la glissai sous la table et lui adressai un petit signe de tête respectueux. « Bien sûr, » dis-je, comme si j'allais simplement signer un formulaire RH de routine. Le papier sentait légèrement le tonneur et l'intimidation. Je tendis la main, soulevai la page et esquissai un rapide coup d'œil à son contenu. Une simplicité juridique classique, à peine déguisée en démission et divorce. Accord. Puis, tandis qu'elle se penchait en arrière, satisfaite de m'avoir acculé, je marquai une pause. Le temps ralentit, et je pouvais presque entendre le faible bourdonnement des plafonniers. Personne, à part Marjorie, ne savait que j'avais anticipé ce moment. La veille, j'étais resté éveillé jusqu'à l'aube à relire chaque fil de discussion, chaque mémo, chaque mot informel que j'avais échangé avec elle et d'autres cadres. J'avais enregistré des captures d'écran sur mon téléphone, imprimé des copies d'évaluation de performance et même enregistré des commentaires spontanés de subalternes se plaignant des sautes d'humeur imprévisibles de Marjorie. Surtout, je me souvenais du conseil juridique que mon ami Daryl m'avait donné, lisez toujours les petits caractères et ne vous fiez jamais à un prédateur pour remarquer un seul mot. Alors, avant de prendre mon stylo, j'attendis que le regard de Marjorie se pose sur la fenêtre derrière moi, où la silhouette de la ville scintillait dans la lumière du début de soirée. Je détachai l'épingle de son attache, posai le document à plat sur la surface polie et effaçai soigneusement une phrase, résignation volontaire. À sa place, j'ai écrit 3 mots précis, licenciement forcé dû. En dessous, j'ai inséré une parenthèse suite à la contrainte de la PDG, Marjorie Harland. Mon écriture était soignée, mesurée, presque élégante. Une fois terminée, j'ai appuyé l'épingle sur la ligne de signature et j'ai inscrit mon nom. Ma signature avait été répétée pour des centaines de contrats et d'accords, mais celle-ci était différente, comme si le trait lui-même portait le poids de chaque session de codage nocturne, de chaque présentation que j'avais faite sous son regard critique et de chaque instant passé à essayer de gagner son approbation. J'ai paraphé la monnaie, plié le papier et le lui ai rendu. Marjorie l'a accepté sans l'ombre d'une once de suspicion ou de curiosité, son sourire changeant. « Très bien », a-t-elle dit, comme si elle croyait avoir procédé à une rupture en douceur. « C'est exactement ce que je voulais. Vous recevrez votre dernier salaire la semaine prochaine. Merci pour votre service. » Elle s'est tournée vers la porte comme pour signaler la fin de la réunion. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et lui ai adressé un signe de tête poli. « Merci pour cette opportunité », ai-je répondu. En sortant de la salle dans la pièce, le clic de la porte se refermant derrière moi résonna dans ma tête. J'ai parcouru le couloir de marbre comme si j'allais trouver la liberté, mais mon cœur battait fort car le vrai combat ne faisait que commencer. Avant qu'elle ait pu lire les petits caractères, j'avais déjà passé l'appel. Ma main a plané sur l'écran du téléphone et j'ai composé Andrea Pike, mon avocate. Elle a répondu à la 2e sonnerie. A-t-elle signé le formulaire de déclaration? La voix d'Andrea était basse mais pressante. Oui, ai-je dit, d'une voix ferme malgré l'adrénaline qui me submergeait, et elle n'a pas remarqué le changement. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, bien. Elle nous appartient désormais. Ces mots avaient un goût de victoire et d'anticipation nerveuse. J'ai raccroché et glissé mon téléphone dans ma poche.
Autour de moi, le bâtiment poursuivait son rythme après le travail. Des équipes de nettoyage, quelques retardataires et des costumes se dirigeant vers les parkings, le bourdonnement des ascenseurs au loin. Je suis sorti dans l'air frais du soir, j'ai levé les yeux vers la tour Arland Tech, ses vitres réfléchissantes captant les dernières lueurs du jour, et je me suis accordé un instant pour respirer. La façade brillait, un symbole de puissance bâti à partir de rien. Et je venais de réécrire un minuscule PAN de son histoire. Personne dans cette entreprise ne le verrait venir avant qu'il ne soit trop tard. Et quand il le verrait, il comprendrait que la résilience ne se construit pas sur la richesse ou les titres. Elle se construit sur la préparation, la précision et la volonté de changer un mot pour renverser la situation. À cet instant, j'ai compris à quel point j'avais failli ne jamais en sortir vivant, et comment la moindre modification pouvait devenir l'arme la plus redoutable de toutes. J'ai épousé Chelsea Harland il y a 5 ans dans un domaine viticole surplombant une rivière qu'aucun de nous deux ne pouvait prononcer. Elle portait de la dentelle ivoire et la broche en diamant de sa mère. Et moi, j'avais la foi aveugle que l'amour suffirait. Je n'étais pas riche. Je n'avais pas de pédigré. Et je n'avais certainement pas un nom aussi emblématique que le sien. Mais j'étais talentueuse, persévérante, avide, non seulement de réussite, mais aussi d'une vie que je pourrais construire à ma façon. Je ne me faisais aucune illusion en entrant dans la famille Harland. Ils m'ont toléré au début. Marjorie, en particulier, portait sa désapprobation comme un parfum. Subtil mais impossible à ignorer. Chelsea disait toujours qu'elle était comme ça. Et pendant un temps, j'ai fait semblant que c'était acceptable. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il n'y avait que 2 types de personnes dans l'écosystème Harland, ceux qui sont nés pour le pouvoir et ceux qui sont tolérés juste assez longtemps pour être mis à la porte. Au début, je pensais pouvoir combler le fossé grâce aux résultats. J'ai rejoint Harland Tech comme architecte système de niveau intermédiaire. On ne m'a pas donné le poste, je l'ai mérité. Je me suis investi dans des projets, j'ai travaillé les week-ends, j'ai résolu des problèmes dont personne d'autre ne soupçonnait l'arrivée. Quand j'ai été promue directrice de l'innovation, c'est parce que je m'étais montré indispensable. Du moins, je le croyais. C'est là que les murmures ont commencé. Je passais devant les bureaux de glace et sentais l'air changer. Les rires fusaient. Ceux qui me saluaient auparavant détournaient maintenant le regard. Chelsea aussi est devenue plus froide, distante. Cela a commencé par des détails, moins de contact visuel, plus de nuits tardives. Elle ne pouvait pas expliquer. Elle balayait les dîners d'un air distrait, j'oubliais. Je me disais que le mariage avait ses saisons. Que le succès s'accompagnait de sacrifices. Mais même à ce moment-là, je savais que quelque chose clochait. Pas seulement à la maison, mais aussi au travail. La chose est devenue flagrante lorsque 2 de mes propositions clés ont été inexplicablement réaffectées. L'une d'elles, la mise à niveau du capteur Spectra, a été confiée à un certain Brent, incapable de coder une présentation PowerPoint. Une autre initiative que j'avais préparée pendant des semaines a complètement disparu du suivi de projet. J'en ai parlé à Chelsea un jour au petit déjeuner, juste une remarque en passant. Pendant que je servais du café, elle a levé les yeux de son téléphone et m'a dit « Tu n'es peut-être pas aussi indispensable que tu le penses. » Je me souviens avoir gelé, la tasse à moitié portée aux lèvres, les mots suspendus dans l'air comme du givre. Je n'ai pas répondu. Pas sur le moment, mais ce matin-là, j'ai allumé une mèche que je n'ai jamais éteinte. Cette semaine-là, j'ai commencé à tout documenter. Je n'étais pas encore en colère. J'étais calculatrice, calme, méthodique. J'ai commencé à faire des captures d'écran des réaffectations de projets. J'ai conservé un dossier de notes internes avec horodatage et historique des versions. J'ai exporté des chaînes de mai, signalé les révocations d'accès soudaines sur les disques partagés et enregistré chaque réunion de routine qui ne semblait pas du tout routinière. J'ai même souscrit un abonnement cloud séparé, personnel et chiffré, et commencé à tout sauvegarder chaque soir. Je ne montais pas de dossier. Pas encore. Je préservais ma santé mentale. Chelsea ne me demandait plus ce que je faisais tard. Elle ne me posait plus aucune question. Un soir, je l'ai entendue au téléphone dans le couloir. Sa voix était chuchotée, mais saccadée. Non, il ne se doute de rien, dit-elle. J'étais assise dans le noir, les yeux fixés sur notre photo de mariage sur la cheminée. 2 enfants souriant dans un vignoble. Encore assez naïf pour croire que l'effort et la loyauté les protégeraient de ce genre de situation. J'ai appris que la voie Harland Tech n'était pas seulement structurelle,
elle était culturelle. Marjorie avait toujours été saluée comme une visionnaire. Mais ce que la plupart des gens ignoraient, c'est qu'elle considérait vision comme synonyme de contrôle. Elle contrôlait qui montait et qui stagnait, qui était félicité et qui était renvoyé. Je n'étais jamais censé progresser dans ce système. J'étais une menace simplement en refusant de rester dans ma voie. Plus je réussissais, plus des mains invisibles s'efforçaient de me dissimuler. Les demandes que j'avais approuvées étaient écrasées. Les budgets des services s'ajustaient mystérieusement. Des réunions où j'étais un acteur clé étaient soudainement reprogrammées sans préavis, puis tenues sans moi de toute façon. J'ai cessé d'être choqué. J'ai commencé à conserver les reçus. Un soir, après une journée particulièrement épuisante où 3 de mes demandes en mariage ont été refusées sans explication, je suis rentré et j'ai trouvé Chelsea en train de boire du vin sur la terrasse. La bouteille était à moitié vide. Elle avait ôté ses chaussures et ses yeux étaient vitreux, imprégnés d'alcool et de quelque chose de plus lourd. Du ressentiment, peut-être, ou de la culpabilité. Elle m'a regardé une longue seconde avant de dire, « Tu sais, tu n'étais pas censé t'intégrer. » Ses paroles étaient légèrement pâteuses. Tu étais juste ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quelque chose de différent. Elle a ri. Le genre de rire amer qui cache un secret. Tu n'es pas vraiment des nôtres, Jared. Tu étais un cas de charité. Tu ne comprends pas? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste fixé du regard, absorbant les mots comme l'onde d'impact d'une détonation lointaine. Je m'en doutais. Mais l'entendre dire cela, et non Marjorie, confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un simple sabotage professionnel. C'était personnel. Un mariage dans lequel j'avais mis tout mon cœur était devenu une transaction. Une fusion de marques qu'ils prévoyaient de dissoudre lorsqu'elle ne leur servirait plus. Mais ils ne réalisaient pas que j'avais cessé d'être réactif depuis longtemps. J'avais évolué. Je portais toujours mon titre comme un uniforme. J'arrivais toujours à l'heure, je prenais des notes en réunion, je hochais la tête quand il le fallait. Mais derrière ce calme apparent, je me préparais, je planifiais. Je savais qu'avec les bonnes preuves, le silence pouvait devenir une stratégie. La documentation pouvait devenir de la dynamite, et la confiance, une fois brisée, pouvait devenir un déclencheur. Ils pensaient que j'étais aveugle à la guerre silencieuse qui se déroulait autour de moi. Ils pensaient que j'allais m'effondrer sous le poids de l'exclusion et de la manipulation. Mais je n'ai pas cédé. Je me suis adapté, car en vérité, je n'avais plus besoin de les convaincre que j'avais ma place. Il me fallait juste prouver sans l'ombre d'un doute qu'ils avaient tort de me sous-estimer. Marjorie avait bâti Arland Tech de toutes pièces. De ses propres mains, elle façonnait l'acier et le code pour en faire un empire mondial. C'était une légende. Non, une divinité à part entière, vénérée pour sa cruauté et louée pour sa vision. Pourtant, dans son royaume, les étrangers étaient sacrifiés sur l'autel de la lignée. J'ai découvert la brutalité de cette pratique. Le soir où je suis tombé sur une invitation à une réunion privée sur le calendrier de l'entreprise. Une réunion dont j'avais été volontairement exclu. L'objet du message indiquait « Examen d'initiative stratégique », mais je savais qu'il valait mieux le lire. Discuter du renvoi de Jared Quinn. Je suis arrivé tôt à mon bureau le lendemain matin et me suis connecté au serveur sécurisé. J'aurais dû perdre l'accès depuis longtemps, mais peut-être, par excès de confiance, ils ont oublié de me retirer mes autorisations. J'ai consulté le compte-rendu de la réunion du conseil d'administration de la veille, compte-rendu que j'avais toujours le droit de consulter, mais ce document était marqué confidentiel. Réservé au PDG, caché au fond de 2 dossiers. Mon pouce est accéléré en parcourant le message. La signature de Marjorie figurait en bas, autorisant une motion visant à réexaminer le rôle de M. Quinn dans l'innovation pour des irrégularités de performance, ainsi qu'une note indiquant qu'un candidat à sa succession avait été identifié en attendant une notification officielle. Il planifiait mon éviction, orchestrée en secret sous couvert de procédures régulières. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de politique d'entreprise. C'était une guerre et l'ennemi avait le pouvoir de la bureaucratie et de l'empire derrière lui. Ils ne se sont pas contentés de me mettre sur la touche. Ils voulaient m'effacer comme si je n'avais jamais existé. Ce soir-là, comme le soleil plongeait derrière la silhouette de la ville et teintait les murs de mon appartement de traînées de mandarines. J'ouvris une bouteille de whisky et versai 2 doigts dans un verre. Assis au bord de mon canapé, le téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran allumé. Je pouvais appeler Chelsea.
Je pouvais lui demander pourquoi elle ne rentrait plus tôt, pourquoi elle sursautait quand je l'interrogeais sur mes projets, pourquoi sa chambre était passée du sanctuaire au champ de bataille. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je sortis mon carnet, celui-là même que j'utilisais pour esquisser des interfaces, et le tournai. En haut, à l'encre soignée, j'écrivis « Objectif, transformer le silence en levier ». En dessous, je notais des points clés, des copies de comptes rendus de conseils d'administration, des enregistrements audio d'appels nocturnes, des chaînes de mails avec les RH, des témoignages de collègues. J'utiliserai chaque élément de preuve pour me démanteler. L'information était désormais ma seule valeur, et je l'échangerais contre mon avenir. Les jours suivants, j'observais la famille de loin, tel un sociologue étudiant une espèce destructrice dans son habitat naturel. J'ai remarqué que chaque réunion à laquelle participait Marjorie était imprégnée d'une certaine obéissance. Les membres du conseil d'administration, certains par le sang, d'autres par la peur, acquiesçaient à ses propositions sans poser de questions. Ils s'en remettaient à son expertise, même lorsque les indicateurs suggéraient une autre voie. J'ai entendu un cadre murmurer dans le couloir. C'est elle qui a construit ce navire. Qui sommes-nous pour remettre en question sa navigation? Pendant ce temps, le comportement de Chelsea devenait plus erratique. Un après-midi, en rentrant à la maison, je l'ai trouvée arpentant la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Je me suis arrêté sur le seuil, tendant l'oreille. Il est obsédé, a-t-elle dit, la voix tendue. Chaque document, chaque email. Il creuse et maintenant il catalogue tout. Elle raccrocha et se tourna vers moi, le soulagement illuminant ses yeux que je ne la confronte pas à ce moment-là. Je suis désolé, murmura-t-elle d'une voix cassante. Je sais que c'est ma faute si tout cela arrive, mais elle l'a dit comme une confession au tribunal, pas comme des excuses dans un mariage. Je fermai la porte d'entrée derrière moi et y appuyai ma tête. L'espace d'un instant, j'envisageais de lâcher prise, de laisser tomber mes préparatifs, de me résigner à une vie tranquille en dehors du milieu. Mais cette idée me dégoûtait. J'avais trop travaillé, trop sacrifié pour disparaître sans laisser de traces. Alors, je suis retourné à l'action. Ce soir-là, j'ai retrouvé Daryl pour boire un verre dans notre bar habituel, un bar à la lumière tamisée où le whisky était aussi pur que ses conseils. Il se glissa dans le box en face de moi. J'étais curieuse. « Montre-moi ce que tu as, dit-il. » J'ouvris mon ordinateur portable et lui présentai les preuves. Bar, des minutes, des emails horodatés, des extraits audio. J'ai vu son visage passer de l'intérêt à une détermination farouche. « C'est du solide, » a-t-il dit en tapotant la table. « Tu ne vas pas simplement survivre à ça. Tu vas renverser la situation. Mais tu as besoin d'alliés, de personnes qui se soucient plus du processus que de la réputation. Nous avons planifié une divulgation ciblée, les RH, le service juridique, et même une dénonciation anonyme à un journaliste de confiance qui couvrait les malversations des entreprises. L'objectif n'était pas de détruire Arlantech. C'était de la protéger d'un pouvoir incontrôlé et, par extension, de sauver ma carrière et mon mariage, si le mariage avait encore un sens dans cette équation. Sur le chemin du retour, je me suis rappelé le mantra de Marjorie, l'information, c'est le pouvoir. Elle le prononçait lors des séminaires d'entreprise, sa voix résonnant dans les auditoriums remplis d'employés hochant la tête en signe de révérence. Elle croyait que contrôler l'information équivalait à contrôler le destin. Mais elle n'a jamais appris à personne comment réagir lorsque l'information se retournait contre elle. Une semaine plus tard, j'ai tâté le terrain. J'ai transmis anonymement une brève note à Gwen Lively, responsable de la conformité, soulignant d'éventuelles divergences dans les procédures du conseil d'administration. Je n'ai pas mentionné mon nom, mais je savais que la chaîne de traçabilité remonterait à moi. Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait 10 messages non lus de Gwen demandant une réunion. Mon téléphone vibrait, inondé d'invitations de calendrier étiqueté, examen de conformité urgent. En entrant dans son bureau, j'ai ressenti le picotement familier de l'impatience. Je me suis assis et j'ai glissé un des procès-verbaux imprimés du conseil sur son bureau. Elle en a lu l'extrait, les sourcils levés à la vue du seul tampon du PDG et de la motion de révision de mon rôle. C'est vraiment accablant, a-t-elle dit doucement. Et ça venait de vous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'espère que vous conviendrez que la procédure régulière s'applique à tous les employés, en particulier à la SOIT. Gwen a hoché la tête, l'air ferme. Je m'en occupe. En partant, j'ai senti la première fissure dans l'armure de Marjorie. La guerre silencieuse avait commencé pour de bon, et j'avais le premier domino.
Dans les semaines qui suivirent, les rumeurs d'une enquête interne se répandirent comme une traînée de poudre dans les couloirs de la direction. La façade confiante de Marjorie se brisa sous le poids de l'examen procédural. La famille murmura en conseil, incertaine de savoir à qui faire confiance. Et moi, Jared Quinn, j'assistais à tout cela depuis les premières lignes du champ de bataille que j'avais créé, armé de rien d'autre que de documents, de détermination et de la conviction inébranlable que dans une famille qui se dévorait elle-même, l'information serait l'arme la plus puissante. La semaine précédant la confrontation se déroula comme un piège tendu avec minutie, chaque étape calculée et exécutée à mon insu, jusqu'à ce que j'envoie enfin le fil et que je commence à le démêler discrètement. Tout commença le lundi matin, lorsque je suis entré au bureau et que j'ai découvert que mon accès aux rapports financiers importants avait été soudainement révoqué. J'ai tapoté sur mon clavier, fixé le message d'erreur clignotant en lettres rouges éclatantes, puis actualisé la page, convaincu qu'il s'agissait d'un bug système. Mais lorsque 3 collègues m'ont confirmé qu'ils pouvaient encore consulter les données, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. Ce matin-là, le bâtiment semblait plus froid, les lumières fluorescentes plus crues, comme si l'environnement lui-même avait été reconfiguré pour m'isoler. En milieu de semaine, les murmures ont atteint la porte de mon bureau. Des pas se sont arrêtés dehors, des voix chuchotées se sont élevées avant de s'estomper dès que j'ai atteint le couloir. Lorsque j'ai essayé de réserver une salle de réunion pour la phase suivante du projet, le système de planification a refusé. Il a insisté sur le fait que la salle était déjà réservée par la direction. Pourtant, lorsque j'ai vérifié le planning, le seul nom indiqué était celui de l'assistante de Marjorie. Elle n'était pas partie prenante du projet, et je doutais qu'elle ait jamais mis les pieds dans cette salle. Cela me semblait absurdement mesquin, mais j'ai reconnu la tactique. Me déstabiliser, me faire sentir indésirable et me décourager d'approfondir. Mercredi après-midi, j'ai reçu un email des RH signalant des incohérences dans mes feuilles de temps. Le message était poli mais inquiétant. Veuillez le relire et le renvoyer d'ici la fin de la journée, sinon nous devrons en discuter plus en détail. Mes feuilles de temps étaient impeccables depuis 5 ans. L'idée que mes dossiers nécessitent soudainement un examen minutieux m'a semblé chorégraphiée. J'ai transféré le courriel vers mon dossier personnel et imprimé une copie propre des documents à archiver. J'ai répondu par une soumission corrigée, accompagnée d'une brève demande de clarification sur les éventuelles anomalies perçues. Quelques minutes plus tard, les RH ont accusé réception sans commentaire. Mon pouce est accéléré en réalisant qu'ils cherchaient à utiliser des prétextes procéduraux comme moyen de pression. Ce soir-là, j'ai invité Daryl, mon ami de faculté de droit devenu avocat d'affaires, à dîner à notre restaurant habituel, un bistrot tranquille près du front de mer. Il est arrivé dans un costume bleu marine impeccable, le front déjà froncé par le chou-fleur rôti et le thon grillé. J'ai détaillé les événements de la semaine, les accès révoqués, les réservations de réunions fantômes, les vérifications des feuilles de temps. Daryl s'est penché en avant, ses cheveux aux mèches argentées reflétant la faible lumière. Ils construisent leur dossier, murmura-t-il en caressant le bord de son verre. Ils veulent vous faire passer pour quelqu'un d'inconstant, de peu fiable et d'indigne de confiance. Il marqua une pause, réfléchissant à ces mots, et ils vous en feront porter le chapeau pour protéger sa réputation. J'acquiesçai en faisant tournoyer la dernière goutte de vin dans mon verre. Alors, quel est le jeu, demandai-je. Daryl soutint mon regard, les yeux fixes. Laissez-les vous pousser à cet examen, dit-il. Ne résistez pas, ayez l'air conciliant. Signez ce qu'ils veulent, mais assurez-vous de conserver la trace écrite. Vous devez démontrer que vous respectez scrupuleusement toutes les exigences qu'ils imposent jusqu'à ce que vous les renversiez. Sa voix baissa. Lorsqu'elle passe à l'action, ne résistez pas dans la pièce. Résistez au discours extérieur. Je sentais le poids de ses conseils s'installer autour de moi. Un voile de stratégie dont j'aurais besoin dans les jours à venir. Jeudi, l'assistante de Marjorie m'a envoyé une invitation par email. Entretien de performance. Jared Quinn avec Marjorie Harland et Gwen Lively. Ça semblait anodin. Prévu pour vendredi à 9 h, juste après le Daily Stand-Up. L'objet de l'invitation était un peu anodin. J'ai ouvert l'invitation, puis je l'ai transmise à Andrea Pike, lui demandant de vérifier les détails et de se préparer à toute éventualité. Mon avocat a répondu dans les minutes qui ont suivi. Compris. Attendez-vous à me voir en attente. J'ai imprimé l'invitation, surligné la date et l'heure, et je l'ai glissé dans mon carnet avec les vérifications des feuilles de temps imprimées et les captures d'écran des accès révoqués. J'ai senti le piège se refermer sur moi,
mais j'ai aussi ressenti la sérénité d'un homme qui refuse de s'alarmer. Le vendredi s'est levé clair et net. Je suis arrivé au bureau tôt avant la foule et me suis installé dans mon box d'angle. J'ai consulté mes emails une dernière fois, confirmant que mes problèmes d'accès avaient été corrigés. J'ai parcouru les rapports, m'assurant que rien n'avait été modifié entre-temps, et j'ai pris des captures d'écran des horodatages. Puis je les ai sauvegardés sur mon disque dur crypté. Ensuite, j'ai classé une copie du courriel des RH et ma feuille de temps corrigée dans un dossier dédié, intitulé « Documentation préalable à l'évaluation ». Tout y était répertorié, date, heure, source et ma réponse. La préparation, me suis-je rappelé, était mon meilleur atout. À 8h55 précise, j'ai quitté mon box et emprunté le couloir impeccable pour rejoindre la salle d'évaluation aux parois vitrées. La porte était légèrement entr'ouverte, Marjorie était assise à l'intérieur, impeccablement tenue, entourée de Gwen Lively, la responsable de la conformité, dont l'expression était impassiblement professionnelle. Les lèvres de Marjorie ont esquissé ce sourire familier à mon entrée. Gwen s'est levée, a fait signe à la chaise vide à côté d'elle et a dit « Bonjour, Jared. Veuillez vous asseoir. » Je me suis installé sur la chaise et j'ai posé mon carnet sur la table pour que son contenu soit visible. Gwen a commencé la réunion en présentant l'ordre du jour. Nous aborderons les points de procédure récents, examinerons vos indicateurs de performance et corrigerons les éventuelles anomalies identifiées par les RH. Marjorie hocha la tête, croisant les mains sur la table, prête à intervenir, mais je restais imperturbable, soutenant son regard avec un calme absolu. J'acquiesçais tandis que Gwen résumait. L'audit des feuilles de temps, puis je fis glisser la liste imprimée de mes corrections sur la table. Tout est clair, dis-je doucement. Ensuite, Marjorie aborda mon problème d'accès. J'ai remarqué que vous avez temporairement perdu l'accès à nos systèmes financiers, dit-elle d'une voix calme. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? J'ouvris mon carnet, en extrayai les captures d'écran imprimées et les plaçai en haut de la page. C'était corrigé rapidement, répondis-je. Voici la preuve. Accès rétabli à 16h12 hier. Aucune donnée perdue ou altérée. Je vis son sang-froid vaciller pendant une fraction de seconde, suffisamment pour confirmer qu'elle s'attendait à ce que je faiblisse. Elle s'éclaircit la gorge et consulta sa tablette. Tout semble en ordre. Cependant, nous allons procéder à une vérification complète de la procédure afin de garantir le respect des contrôles internes. Elle me regarda droit dans les yeux. À compter d'aujourd'hui, vous conserverez vos responsabilités actuelles, mais toute la documentation du projet devra être soumise au service de conformité pour examen avant sa mise en œuvre. Le sourire de Marjorie se durcit. Oui, dit-elle. C'est la norme. Elle me jeta un regard comme pour me mettre au défi de contester le décret. Je soutins son regard avec la même détermination sereine. Bien sûr, répondis-je. Je comprends le besoin de transparence. Je tapotai la couverture du carnet avec mon stylo, signalant silencieusement que chaque détail était consigné. À la fin de la réunion, je me levai, les remerciai pour leur temps, même Marjorie, et partis avec l'invitation de préparer mon bureau d'ici la semaine prochaine. Je ne protestais pas. J'acquiesçai, me retournai et m'éloignai d'un pas mesuré. À l'extérieur de la salle, j'exhalai la tension que j'avais ressentie et cochai mentalement chaque élément de mon plan. L'examen avait été l'appât, et j'avais mordu à l'hameçon volontairement. J'avais montré ma volonté de me conformer tout en obtenant les preuves nécessaires. De retour à mon bureau, j'appelai Andrea. Ils avancent avec l'examen de conformité. J'ai dit, tu avais raison. Ils jouent pour le record. Elle a répondu, bien. Maintenant, on lance les compteurs. Elle a dit, promesse et fil en un. J'ai sauvegardé le compte rendu de la réunion, envoyé un résumé concis à mon adresse cryptée et transmis l'avis de conformité à Daryl. Puis, j'ai éteint mon ordinateur et rassemblé mes affaires, prêt à affronter le week-end, sachant que le conseil d'administration était désormais contraint à la prudence. Le piège avait été déclenché, mes gens détenaient la clé, et la guerre ne faisait que commencer. La salle de conférence était plus froide que dans mes souvenirs, ses parois vitrées réfractant la lumière du soleil de midi en ligne d'ombre et de lumière vive et cinglante. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 12h01, l'heure exacte où notre piège allait se déclencher. Marjorie était assise en bout de table, entourée de 2 membres du conseil dont la loyauté envers elle était aussi inébranlable que le cours de l'action. Le champ témoin du document était vide, à côté de son nom, attendant sa signature. Elle se pencha en avant,
son expression mêlant autorité et bienveillance, comme si elle était convaincue de me faire une faveur. « Jared, commença-t-elle d'une voix douce comme la soie. J'espère que vous avez pris le temps de relire le contrat que je vous ai envoyé. » Son ton était dépourvu de toute malveillance, seulement d'une efficacité professionnelle. Comme convenu. Dès la signature, vous recevrez un dossier de transition et nous annoncerons votre départ la semaine prochaine. Elle marqua une pause, attendant mon accord. Tous les regards étaient braqués sur moi. Même les membres du conseil d'administration, 2 hommes que j'avais autrefois considérés comme des mentors, observaient, silencieux, persuadés d'avoir orchestré une brillante fin de partie. J'acquiesçai calmement et soulevai la page, la dépliant de manière à ce que le champ réservé aux témoins et la ligne de signature soient clairement visibles. Sous la table, mes doigts tapaient doucement contre la jambe de mon pantalon, un métronome d'anticipation. En apparence, j'étais docile. Au fond, je calculais le moment précis où prononcer le mot qui modifierait irrévocablement l'équilibre des pouvoirs. Marjorie continua, inconsciente de la transformation du document. « Veuillez signer à l'endroit indiqué, et nous pourrons finaliser tout. » Elle tendit son stylo, son agrafe dorée brillant sur le bois poli. Je le pris avec une légère inclinaison de la tête, comme si je ne faisais qu'obéir aux ordres. Puis je marquai une pause, balançant le stylo au-dessus de la page. Mon calme apparent dissimulait un pouls battant comme un moteur en sur-régime. J'ai posé le stylo sur la ligne de signature et j'ai écrit « Jared Quinn » avec mon écriture soignée habituelle. Puis j'ai posé le stylo et pris mon propre amendement imprimé. 4 exemplaires étaient régulièrement répartis sur la table. Chacun portait la même modification précise que j'avais apportée précédemment, résiliation forcée sous la contrainte de la PDG Marjorie Harland. J'ai tapoté l'amendement en haut, le visage crispé et élégant, les mots simples mais explosifs dans leurs implications juridiques. J'ai glissé le premier exemplaire à Marjorie. Ses sourcils se sont levés sous une surprise fugace. Les membres du conseil d'administration ont remué sur leur siège. L'air semblait plus lourd, comme si chaque molécule dans la salle tendait l'oreille pour entendre sa réponse. Marjorie a pris la feuille et a parcouru le texte rapidement. « Résiliation forcée », a-t-elle répété, sa voix un peu plus aiguë qu'auparavant. Elle a ajusté ses lunettes comme pour y voir plus clair, mais les mots étaient clairs sous la contrainte de la PDG Marjorie Harland. Elle a levé les yeux vers moi, le visage blême l'espace d'un instant, avant que son masque, pourtant si usé, ne se remette en place. « Et vous vous attendez à ce que je signe ceci » demanda-t-elle d'une voix tendue. Les membres du conseil se penchèrent en avant, les yeux plissés. Je soutins son regard d'un air neutre, laissant planer le silence. Finalement, je dis, si vous voulez bien, je lui ai glissé mon exemplaire de l'amendement, ainsi qu'un exemplaire pour chaque membre du conseil et pour Gwen Lively, qui se tenait derrière moi, son rôle dans la conformité étant soudain plus important que jamais. La main de Marjorie trembla imperceptiblement lorsqu'elle leva le stylo. Elle hésita juste assez pour laisser transparaître sa surprise, puis signa chaque exemplaire comme s'il s'agissait d'une formalité cérémonielle plutôt que de la levée de son ultimatum soigneusement élaboré. Le grattement de sa plume sur le papier résonna dans le silence. J'observai les membres du conseil échanger des regards gênés. Leur différence vacilla. L'espace d'un instant, l'armure invincible de Marjorie se fissura. Lorsqu'elle eut terminé, elle posa la punaise avec plus de force que nécessaire. « Félicitations, dit-elle, le sourire figé, fragile. Vous avez légalement établi que vous avez été contraint de partir. » J'ai essayé d'en rire. Je suppose que vous pensez avoir gagné, mais son regard l'a trahi. Elle se débattait, cherchant un appui sur la pente glissante qu'elle avait involontairement créée. Je me suis levé et j'ai sorti mon carnet de notes de mon sac, le posant sur la table à côté des avenants signés. J'ai fait ce que j'avais à faire, ai-je dit d'une voix calme, mais résonnante dans le silence de la pièce. J'ai lu le document attentivement. Vous m'aviez dit de signer ou de finir enseveli sous les accords de confidentialité et les poursuites judiciaires. J'ai donc signé en y incluant la vérité. J'ai tourné la page où j'avais consigné l'invitation à la réunion, la chronologie des menaces et le caractère coercitif de cette séance. J'ai refermé le carnet. Tout est là. Email, message enregistré, témoignage. Tout a été soumis au RH et au service juridique. Les lèvres de Marjorie tremblaient tandis qu'elle regardait autour d'elle, cherchant la solidarité du conseil d'administration. Mais ils s'agitaient sur leur siège, tiraillés entre leur loyauté envers son héritage et la preuve irréfutable que le PDG avait orchestré un licenciement coercitif.
Les deux mentors les côtés ont échangé un bref coup d'œil chargé avant de la regarder, incertaine. Leur réputation était désormais enchevêtrée dans sa crise, et l'autopréservation clignote sur leur visage. J'ai pris un pas en arrière, une poitrine ouverte, confiante. J'aurai mon paquet de licenciements complet, dis-je. Et je vais envisager de consulter les réformes éthiques dont vous avez sans aucun doute besoin. Les mots ont été mesurés, un clin d'œil à la coopération teintée de puissance résolue. Marjorie était assise immobile, son sang-froid a perdu dans la chasse d'eau de l'humiliation. Les membres du conseil d'administration ont mélangé des papiers avec la gravité de ce qu'ils avaient été témoins. Un s'éclaircit la gorge. Nous allons convoquer une session d'urgence, a-t-il dit, voix tremblante. En vigueur immédiatement, une entreprise externe vérifiera cette situation. Il regarda Marjorie. PDG Arlon, veuillez vous retirer jusqu'à la fin de l'enquête. Le visage de Marjorie pâle. Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la ferma à nouveau. Son empire, construit sur la volonté de faire et l'autorité incontestée, exigeait désormais une intervention extérieure. Elle a redressé sa posture, raide comme une marionnette et hocha la tête. Bien sûr, murmura-t-elle. J'ai rassemblé mes documents et je me suis tourné pour partir. Mes jambes étaient légères, comme si je marchais dans les airs. La porte s'est clôturée derrière moi avec un dernier clic, qui se répercutait dans le manoir du pouvoir d'entreprise qu'elle avait construit. À l'extérieur, je me suis expiré profondément. Le clic subtil de mon téléphone bourdonnant dans ma poche m'a rappelé que mon avocat et Daryl se mobiliseraient déjà. Le domino était tombé et une cascade de responsabilités suivrait. En sortant du sol et en entrant dans l'ascenseur, je croyais en une vérité qu'un seul mot écrit au bon moment pourrait réécrire un récit entier. Dans cette salle de conférence élégante, j'avais signé ma démission. Mais j'avais revendiqué tellement plus. J'avais revendiqué la justice, l'effet de levier et les connaissances inébranlables que la préparation, la documentation et un mot soigneusement placé pouvaient ramener même la forteresse la plus formidable. Le lendemain matin, l'invitation envoyée par email était assise dans ma boîte de réception comme un gant. Rencontre avec les RH, Gwen Lively et Marjorie Harland. J'ai regardé la ligne d'objets sur mon café, sentant l'adrénaline me traverse comme un fil vivant. J'ai habillé une chemise délibérément pressée, des chaussures polies, une cravate nouée juste parce qu'aujourd'hui serait une performance et chaque détail comptait. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt, le cœur stable, concentré sur l'esprit. Le bureau des ressources humaines était une version plus petite de la chambre de torture de la salle de conférence que je viens de m'échapper. Les murs en verre, une table en chêne lourde et deux chaises positionnées comme des adversaires. Gwen était assis derrière la table, les bras croisés, l'expression neutre. À côté d'elle, Marjorie avait l'air inhabituellement tendue. Sa posture rigide, ses mains se serra assez serrées pour élargir ses phalanges. Je suis entré avec des étapes mesurées, saluant Gwen avec un signe de tête et Marjorie avec un arc presque imperceptible de la tête. Gwen jeta un coup d'œil à sa tablette, puis à moi, son regard analytique. « Merci d'être venu dans un délai aussi court », a-t-elle commencé, même en voix et contrôlée. Je me suis glissé dans la chaise en face d'eux, plaçant mon cahier et une mince conduite USB sur la table devant moi. J'ai gardé mon expression calme, mais la pièce se sentait aussi petite pour les enjeux. Le regard de Marjorie était comme un projecteur, à la recherche d'une fissure dans mon sang-froid. « Monsieur Quinn », a déclaré Gwen, en tapant sa tablette pour soulever un résumé de la plainte. Cette réunion concerne le document que vous avez signé hier, dans lequel vous alléguez la coercition du PDG Marjorie Harlon. On nous a demandé de déterminer la validité de votre réclamation et de décider des prochaines étapes. Elle m'a regardé. Comprenez-vous la gravité de cela? J'ai hoché la tête. Ma gorge sèche soudainement. Je le fais, répondis-je, ma voix stable, mais bas. Tout ce que j'ai présenté est exact. Je suis prêt à le traverser point par point. Quand il inclina la tête et tourna son écran vers moi. Nous avons ici l'amendement signé, daté et assisté par Marjorie elle-même. Nous avons également reçu votre documentation de soutien, vos chaînes de messagerie, les procès-verbaux du tableau, les journaux informatiques et les enregistrements audio. Pour être minutieux, nous devons confirmer chaque article, puis nous déciderons d'une action appropriée. Êtes-vous prêt à continuer? Ses yeux étaient méthodiques, sans craindre. Je me suis penché en avant, j'ai joint mes mains sur la table et j'ai dit, oui, commençons. Tout d'abord, Gwen m'a demandé de récapituler comment je suis venu changer le phrasé du document de démission. J'ai décrit la menace,
l'ultimatum de Marjorie dans cette salle de conférence en verre, soulignant comment cela ressemblait à une demande émise sous la menace d'une arme. J'ai parlé calmement mais vivement. L'odeur stérile de la pièce, le clic de son épingle, la tension de rasoir dans sa voix. J'ai reconstitué le moment où j'ai inséré la phrase de résiliation forcée en raison de la coercition du PDG Marjorie Arlon. Pendant que je parlais, j'ai regardé le visage de Marjorie trahir un scintillement de regret ou peut-être de peur. Ses doigts se contractèrent, mais elle est restée silencieuse. Ensuite, Gwen a examiné chaque élément de preuve. Elle a ouvert les fils de messagerie, faisant défiler les notes agressives passives de l'assistant de Marjorie rediriger mes projets. Elle a examiné uniquement le procès-verbal du conseil d'administration du PDG marqué. Elle a joué de courts clips audio. Les menaces de Marjorie sont livrées avec désinvolture, enregistrées à son insu. Chaque fois que j'ai fourni un contexte, des dates, des heures, des emplacements, en dessinant une chronologie claire pour elle. Mon ordinateur portable est ouvert, chaque page méticuleusement étiquetée. Je pouvais voir l'expression de Gwen passer de la neutralité détachée à quelque chose de plus grave. Marjorie a finalement parlé, sa voix serrée avec une colère contrôlée. Il s'agit d'un processus abusif, a-t-elle dit, se tournant vers Gwen. Il a manipulé le document. Il a planifié cela depuis le début. Vous verrez une fois que vous aurez examiné le motif. Elle expira brusquement. Il essaie de nuire à ma réputation et aux entreprises. Ses yeux ont rencontré les miens, stimulants, accusatoires. Je lui ai tenu le regard sans faille et j'ai dit, mon seul motif était de me protéger et de m'assurer que la vérité était enregistrée. Si cela endommage votre réputation, c'est un sous-produit de coercition, pas le but. Gwen a replié ses bras et s'est penché en arrière, nous considérant que les deux. Marjorie. Suyo Arlon, you can provide your account either in writing or in person. Oui elle included in our report. Marjorie's lips pressed into a thin line. She glanced down at her hand, then at me, and said quietly. ILL cooperate fully. Gwen nodded. Good. ILL schedule follow-up session. In the meantime, Monsieur Quinn, your status is unchanged. You are still employé, have full access to your responsibility, and we expect you to continuer à travailler comme un soulagement. J'ai dit. Merci. Marjorie se tenait brusquement, signalant la fin de la discussion. Je me levai aussi, mes paumes se réchauffent contre mon cahier. Alors que je me tournais pour partir, Gwen a ajouté une autre instruction. Veuillez soumettre toute preuve supplémentaire d'ici la fin de la journée. S'il y a des témoins prêts à parler, demandez-leur de me contacter directement. J'ai hoché la tête et cliqué sur l'USB dans ma poche. Marjorie m'a donné un signe de tête de rideau, sa façon de reconnaître les vérités jusqu'à la prochaine bataille. À l'extérieur des murs de verre, le couloir était brillant et indifférent. Le bourdonnement de la conversation dérivant par la porte ouverte. De retour dans mon bureau, je me suis expiré lentement, le cœur toujours en frappant. La réunion des RH avait été le point de pivot, qui a confirmé la validité de mes réclamations ou les rejetterait en théâtre. Mais alors que je regardais l'USB, j'ai ressenti une vague de triomphe tranquille. J'avais tenu mon terrain, répondu avec des faits et forcé l'organisation à traiter ma plainte avec la gravité qu'il méritait. La tempête ne faisait que commencer, mais maintenant j'avais les machines institutionnelles de RH de mon côté, du moins temporairement. Je me suis assis à mon bureau et ouvert mon cahier, rédigeant la date et l'heure de la réunion dans NID, UNC statut, enquête active. J'ai ajouté une note finale. Étape suivante, rassembler les déclarations des témoins, préparer le briefing du conseil externe. Ensuite, j'ai fermé le cahier, je me suis penché en arrière et j'ai légèrement tapé mes doigts sur le bureau. La guerre tranquille était devenue une bataille à part entière, et aujourd'hui j'avais gagné une escarmouche cruciale. J'ai atteint mon téléphone et envoyé un texto d'Aril et Andrea. La réunion RH s'est déroulée comme prévu. Pour aller de l'avant, leurs réponses sont arrivées presque instantanément. L'un a un emoji vers le haut, l'autre un seul mot. Excellent. Je me suis permis un petit sourire satisfait, puis je me suis tourné vers l'email suivant dans ma boîte de réception. La guerre était loin d'être terminée, mais j'avais prouvé que les informations, une fois documentées et déployées, pouvaient devenir l'arme la plus puissante de toutes. Le matin après la réunion des RH, Arland Tech se sentait différent, comme si l'air même dans les couloirs s'était épaissi en anticipation. Au moment où je me suis connecté à 7h42, ma boîte de réception détenait des messages à laquelle je ne m'attendais pas.
Une note TUR confirmant mes privilèges exécutifs restaurés. Un autre de légal reconnaissant la réception de mes preuves et un email interne de Gwen Lively annonçant que tout employé ayant des informations pertinentes concernant les récentes enquêtes de conformité devrait la contacter directement. C'était à la fois stimulant et troublant. J'ai siroté mon café en regardant le premier domino trembler, incertain de combien d'autres tomberaient. En milieu de semaine, l'effet d'entraînement est devenu impossible à ignorer. Un email anonyme a atterri dans la boîte de réception de Gouin à partir d'un ancien gestionnaire d'approvisionnement détaillant un fournisseur régulier et des consultants fantômes sur la paie. En quelques heures, un dénonciateur du développement de produits a transmis des journaux de discussion interne, des blagues et des aides concernant les méthodes de comptabilité créative de Marjorie. Les membres du quartier qui s'étaient inclinés devant son autorité sollicitaient soudainement des informations de RH et légales, leurs voix étouffées et urgentes. J'ai alors réalisé que je n'avais pas à construire un cas contre Marjorie par moi-même. J'avais simplement ouvert la porte pour que les autres marchent à travers, chacun révélant des vérités qu'elle avait passé des décennies à enterrer. Je me suis concentré sur les responsabilités quotidiennes, à diriger ma plus petite équipe d'innovation, à examiner les plans de sprint et à conseiller sur les déploiements futurs. Je voulais apparaître aussi irréprochable que jamais pour démontrer que le professionnalisme pourrait coexister avec des bouleversements. Mais en arrière-plan, j'ai surveillé l'enquête de déploiement. Chaque après-midi, j'ai jeté un coup d'œil au calendrier croissant de Gouin entre les entretiens des témoins et le lent filet de documents envoyés au cabinet d'audit externe. Mon cœur a flotté lorsque j'ai lu un email de l'enquêteur principal. Les résultats préliminaires montrent des écarts nécessitant un examen plus approfondi. C'était la première reconnaissance officielle que la forteresse de Marjorie avait des fissures. La réaction de Chelsea était plus compliquée. Elle a tendu la main 2 fois cette semaine. Une fois à travers du texte. Vous ne pouviez vraiment pas simplement vous éloigner tranquillement. Et une fois par téléphone, sa voix. Serrée et fragile. J'ai écouté ses excuses ou ce qui s'est passé pour un. Je suis désolé que ça soit allé si loin. Je ne vous ai jamais voulu sous les projecteurs comme celui-ci. J'ai dit rien, laissant ses paroles pendre. Le silence était mon bouclier. J'avais appris que la réponse a invité l'intrication. La meilleure contre-attaque a été mesurée de retenue. En refusant de s'engager, je l'ai forcé à s'asseoir avec les retombées des choix de sa famille pour considérer sa propre complicité dans la guerre. Pendant ce temps, le bureau de Marjorie est passé d'un symbole de pouvoir inentré à une forteresse d'isolement. Le bureau de son secrétaire était assis vide. Les agents de sécurité ont surveillé le couloir à l'extérieur de sa suite. Le bourdonnement de réunions secrètes a dépassé ma porte. RH Consulting avec des conseils externes, des agents de conformité comparant les délais, des membres du conseil d'administration débattant de la direction intérimaire. La femme qui commandait une fois des dévoues mensuels et des appels de résultats trimestriels était devenue l'objet de séances de stratégie de silence. Son empire, un monde qu'elle avait construit avec des années de dynamisme implacable, s'effondrait sous le poids des révélations que j'avais mis en mouvement. Une fin de soirée, je suis resté derrière pour terminer les révisions sur la prochaine feuille de route de l'innovation. Alors que le bâtiment se vidait, j'ai regardé les murs en verre de la salle de conférence. Sombre maintenant, les rideaux dessinés. J'imagine Marjorie seule dans cet espace caverneux, faisant couler sous la légère lueur de sa lampe de bureau, aux prises avec les conséquences de chaque minute ennuyée et email que j'avais divulgué. Je me demandais si elle a réalisé que chaque domino est tombé non pas à cause de la malveillance, mais parce que chaque vérité supprimée avait un moyen de faire surface lorsqu'il a donné l'occasion. Vendredi, un email au lent de Gouin a atterri dans nos comptes d'entreprise. À compter immédiatement, un comité d'éthique externe supervisera toutes les décisions exécutives. Nous publierons un rapport complet à la fin. Jusque-là, les opérations normales se poursuivront sous un leadership provisoire. Le message était considérable, promettant de la stabilité, mais son sous-texte était clair. L'autorité unilatérale de Marjorie a été suspendue. J'ai lu et relire l'annonce, savourant l'équilibre des changements de pouvoir toujours aussi subtilement en ma faveur. C'était une validation de mois de préparation minutieuse, de documentation et de retenue stratégique. Cet après-midi, je me suis glissé sur la terrasse sur le toit, une oasis tranquille au-dessus du bourdonnement de la circulation du centre-ville. Le vent portait le murmure lointain des sirènes et le drone occasionnel d'un hélicoptère qui passe. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'air frais me laver. J'ai réfléchi à la différence de ce moment de la première fois que je suis entré dans le repère de Marjorie, peinte sur le plan au-dessus de son ultimatum de démission. Ensuite, je me suis senti piégé et vulnérable.
Maintenant, je suis resté libre à la crête d'une vague que j'avais convoquée. Le monde sous moi tremblait avec les répliques de notre bataille. Avant de retourner à mon bureau, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Pas de nouveaux textes de Chelsea. Pas de message de Marjorie. Juste un rappel de calendrier. Réunion de mise à jour du conseil lundi 9h. J'ai souri. Je n'avais aucun désir de représailles au-delà d'assurer la responsabilité, mais j'avais l'intention d'être présent lorsque le conseil d'administration s'est convoqué pour montrer que je suis resté fiancé, professionnel et non en bas. Alors que je suis entré à l'intérieur, je me suis rappelé que les guerres ne sont pas gagnées par une seule frappe, mais par une série de mouvements calculés. Chaque domino a intentionnellement fait une pointe. Et dans une famille qui mangeait la sienne, j'avais appris que le pouvoir le plus durable ne réside pas héritage ou intimidation, mais dans l'endurance tranquille d'une vérité bien documentée. L'air du matin dans mon appartement sentait la pluie sur le trottoir, le quartier Silver Lake toujours humide de la bruine de Down. Alors que je préparais mon café, je me suis assis à la petite table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, scannant le dernier rapport de l'équipe d'audit externe. Ils avaient identifié des entrées financières irrégulières, des factures de la société écran, des paiements engagés déguisés en frais de consultant. Chaque constatation était une victoire que j'avais gagnée grâce à une note de notes méticuleuse, à des captures d'écran horodatrices et à des menaces de courrier électronique soigneusement préservées. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux un instant, me souvenant des conseils que Daryl m'a donnés. La documentation n'est pas seulement la sauvegarde. C'est votre voix quand ils essaient de vous faire taire. Aujourd'hui, il parlait plus fort que n'importe quel argument d'audience. À midi, je suis arrivé au siège de Harland Tech et je me suis dirigé directement vers le bureau de Gwen Lively. Elle m'a accueilli avec le genre de sourire qui suggère à la fois le soulagement et le respect, une reconnaissance que ma documentation avait dirigé l'entreprise vers la responsabilité. Moi je lui ai remis un liant épais étiqueté des preuves d'audit de la phase 2, sa colonne vertébrale légèrement bombée avec des bûches imprimées, des appels enregistrés et des minutes annotées de la carte. Cela devrait aider à la prochaine série de demandes, dis-je, ma voix basse mais stable. Elle a traversé la page de couverture, a haussé un sourcil impressionné et a dit « Vous vous êtes surpassé, Jared. Les auditeurs auront besoin de ceci. » J'ai hoché la tête, sentant le frisson électrique subtil qui survient lorsque la précision se réunira. Cindy de l'approvisionnement a maintenant coopéré, comment même les membres du conseil d'administration échangeaient des regards nerveux. La feuille de route de Carter. Pour une fois, le P était le P de l'incertitude qui nous avait suivis pendant des semaines. Notre travail pourrait se dérouler sans craindre les édits de cadres arbitraires qui dérètent nos efforts. Alors que je guidais le groupe à travers un exercice de brainstorming, je me suis souvenu d'une ligne de mon journal. Lorsque vous documentez bien, vous n'êtes jamais seul. La pièce bourdonnait de collaboration, un contraste frappant avec l'isolement que j'avais ressenti lorsque la coercition de Marjorie a d'abord frappé. La documentation ne m'avait pas seulement protégé, elle avait restauré notre agence collective. Ce soir-là, je suis resté tard pour compiler un résumé des résultats des audits, je l'ai formaté avec des titres clairs, des puces et un aperçu de l'exécutif que même une personne laïque pouvait saisir. J'ai utilisé le type en gras pour mettre en évidence les violations et les notes de bas de page les plus critiques pour chaque document de support. Quand j'ai terminé, j'ai imprimé 10 exemplaires, chacun lié dans un dossier propre estampillé confidentiel. Alors que je traversais le bureau faiblement éclairé, je suis passé par la suite scellée de Marjorie sur l'étage exécutif. La porte était fermée, les lumières éteintes, comme si elle s'était retirée en exil. Un instant, j'ai ressenti une pan de sympathie. Cette guerre avait détruit plus que sa réputation. Mais je me suis rappelé que la responsabilité n'était ni vindicative ni cruelle. C'était nécessaire. En sortant, j'ai envoyé un dossier au bureau de Gouin, un autre à Andrea Pike, et j'ai distribué le reste au président du conseil d'administration, l'officier de conformité et Daryl. Ma dernière copie, je me suis glissé dans ma propre mallette, sachant que lorsque le monde exigeait des preuves, je le serais prêt. Dehors, une brise fraîche m'a salué alors que je monte dans la rue calme. J'ai inhalé profondément, savourant le sentiment de résolution que la documentation apporte, sachant que chaque fichier, chaque horodatage, chaque mot enregistré était plus qu'un fichier. C'était un témoignage de la vérité. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, je ressentais une légèreté que je ne connaissais pas depuis des mois. La puissance de la documentation n'est pas simplement prouver que les actes répréhensibles se sont produits. Il s'agit de garantir que la justice peut suivre partout où les preuves mènent. Et à ce moment-là,
j'ai compris que j'avais non seulement sauvé ma carrière et ma dignité, mais que j'avais tracé un cours pour une entreprise qui pourrait émerger plus fort, plus transparente et plus résiliente que jamais. Lorsque la planche s'est réunie, la tension dans la pièce était palpable. Je suis arrivé 5 minutes plus tôt, ne portant qu'un portefeuille mince et une confiance calme que j'avais gagnée pendant des mois de préparation. La longue table en acajou était déjà bondée de visages familiers, le président du conseil d'administration, Aubrey Standen. 2 membres de la famille Harland restants dont les noms portaient autrefois du poids mais semblaient maintenant fragiles et représentants du comité d'éthique externe. Marjorie Harland était assise au fond, sensiblement tendue, sa posture rigide sous l'examen de chaque paire d'yeux. Chelsea planait derrière sa mère, l'expression gardée comme si elle était déchirée entre la loyauté et la vérité qu'elle avait tranquillement témoin. Aubrey a ouvert la réunion avec une efficacité rapide. Nous sommes ici pour finaliser le résultat de la récente enquête et pour tracer une voie à suivre pour Harland Tech, a-t-elle dit, sa voix neutre mais ferme. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Quinn, vous avez demandé à la parole de présenter votre proposition. J'ai hoché la tête, placé mon portefeuille sur la table et ma gorge. Le bourdonnement de l'anticipation chuchotée a fait taire. À ce moment-là, j'ai ressenti le poids de chaque document que j'avais collecté et de chaque mouvement stratégique qui m'avait conduit ici. J'apprécie l'enquête approfondie. J'ai commencé à garder mon ton mesuré. Aujourd'hui, j'aimerais offrir un chemin qui profite à tout le monde, renvoyer ma démission, effacer publiquement mon nom et mettre en œuvre des modifications structurelles de RH et de conformité pour s'assurer que personne d'autre ne fait face à la coercition. J'ai ouvert le portefeuille pour révéler une proposition succincte de 2 pages, des étapes claires pour les lignes de rapport transparentes, une formation en éthique obligatoire et un rôle indépendant ombudsman. Sur la première feuille, j'avais souligné les demandes de base. Le second, un calendrier de mise en œuvre avec des étapes mesurables. Aubrey a étudié les pages, puis levé les yeux. Votre proposition est bien structurée, a-t-elle déclaré. Discutons des points clés un par un. Nous avons abordé chaque élément. Le rendement de ma démission, la déclaration publique m'absouvant de tout départ volontaire, la restructuration des RH faisant rapport directement au comité de conformité et les dispositions des canaux de déclaration anonyme. Les membres du conseil d'administration ont hoché la tête en accord alors que je montais chaque recommandation. Même Marjorie s'est penchée en avant lorsque j'ai parlé de lignes chaudes anonymes et d'audits d'éthique trimestriels, de fonctionnalités qu'elle avait autrefois de se moquer de la bureaucratie inutile. Chelsea, en regardant attentivement, ne rencontra pas mon œil, mais sa posture se ramollit légèrement, la révélation scindant sur son visage. J'ai parlé sans accusation, en me concentrant plutôt sur de futures garanties. Ces mesures protégeront notre culture et notre réputation, garantissant que le talent, interne et externe, peut s'épanouir sans crainte. Après une discussion détaillée, le silence a rempli la pièce. Aubrey s'éclaircit la gorge et s'adressa au conseil d'administration. Tous en faveur de l'adoption de la proposition de Monsieur Quinn. Veuillez signifier. Les mains se levèrent, y compris celles de 2 membres de la famille Harland dont le soutien importait le plus. Lorsque le décompte final est arrivé unanime, Aubrey sourit. C'est convenu. Le conseil d'administration émettra une résolution cet après-midi. J'ai fermé mon portefeuille et je me suis tenu, le bourdonnement de l'approbation qui sonne dans mes oreilles. J'ai ressenti une vague de soulagement, non seulement pour moi-même, mais pour chaque employé dont je ne connaîtrai jamais le nom, mais dont j'avais protégé la carrière. En rassemblant mes affaires, Aubrey a appuyé sur un document dans ma main. Une résolution officielle du conseil d'administration inversant ma démission et approuvant les réformes structurelles. J'ai scanné les signatures. Tout le monde est un témoignage de l'engagement collectif. Marjorie expira, lissant sa veste. Elle m'a regardé, quelque chose comme le respect brillant derrière son expression gardée. Chelsea a attiré mon attention pendant un moment. Je la hochai tranquillement. Elle a offert un sourire provisoire, portant le poids des excuses tacites et un soulagement partagé. En quittant la salle de conférence, j'ai porté plus qu'une résolution signée. Je suis parti en sachant que j'avais remodelé la dynamique du pouvoir de Harland Tech. La dernière salle de conférence n'était pas seulement un champ de bataille. C'était un creuset où la vérité et la préparation ont forgé un changement durable. Et alors que je monte dans le couloir, résolution en main, j'ai compris que la victoire ne concernait pas la vengeance ou l'ego. Il s'agissait de veiller à ce qu'un plan intelligent, exécuté avec précision, puisse transformer une organisation entière pour le mieux. Lorsque je suis monté sur scène pour la réunion à l'échelle de l'entreprise, le poids de chaque regard
et chuchotements que j'avais endurés étaient plus légers que l'air. La pièce, autrefois un endroit où je sentais que chaque œil jugeait de chacun de mes mouvements, s'était transformée en ma plateforme, non pas pour la vengeance mais pour la réflexion et les progrès. Gwen Lively m'a présenté avec sa voix régulière. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme qui nous a rappelé tout ce pouvoir réel et silencieux, bien vidé et parfois orthographié avec un seul mot changé. Les applaudissements étaient inattendus dans sa chaleur. Portant le véritable respect que la documentation à elle seule ne pourrait jamais commander, je suis passé au microphone, le podium poli reflétant ma résolution calme, et j'ai senti le silence se détendre comme un manteau de velours. Je ne resterai pas ici et ne revendre pas la victoire pour moi. J'ai commencé, la voix claire sur le silence de l'anticipation, car il ne s'agit pas d'un homme en surpasse un autre. Il s'agit d'assurer l'intégrité dans chaque décision que nous prenons. De la plus petite approbation des emails à la plus grande résolution du conseil d'administration, je me faisais une pause, laissant le silence souligner la signification de mes mots. J'ai rappelé les mois de réunions secrètes, la capture minutieuse de chaque fil de messagerie, les soirées tranquilles dépensées à compiler des preuves. Pourtant, je n'ai pas parlé de mon épreuve, mais du principe qui m'a guidé, la préparation. Nous avons appris que la transparence n'est pas une politique que nous écrivons et oublions. C'est une pratique que nous vivons tous les jours. Il exige la curiosité, le courage et la volonté de parler même lorsque nos voix tremblent face à l'autorité. Les écrans flanquant la scène illuminée avec une simple diapositive. L'éthique et la responsabilité sont une nouvelle fondation. En dessous, des bullets ont décrit la outline de rapports anonymes, les audits externes trimestriels et un processus de conformité rationalisé. J'ai tracé un doigt le long de la liste pendant que je parlais, soulignant chaque point. Ce ne sont pas de simples cases. Leur garantie rappelle que chacun de nous détient la réputation de cette entreprise. Lorsque nous documentons les préoccupations, nous protégeons les collègues. Lorsque nous intensifions des problèmes de manière responsable, nous établissons la confiance. Et lorsque nous nous écoutons vraiment, nous nous assurons que personne ne se sent jamais contraint ou silencieux à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil vers la rangée arrière où Marjorie s'est assise à côté de Chelsea. La posture de Marjorie était immobile inhabituellement, ses mains plissées sur ses genoux. J'ai imaginé les innombrables fois où elle avait exercé son autorité comme un marteau. Maintenant, elle a été témoin de la même autorité tempérée par la responsabilité. Chelsea m'a offert un bref signe de tête de soutien, ses yeux reflétant à la fois un soulagement et un nouveau respect. J'ai rendu un sourire silencieux et reconnaissant avant de recentrer le public. Au fur et à mesure que nous allons de l'avant, je mets chacun de vous de poser des questions difficiles. J'ai continué. Lorsqu'une directive ne va pas bien, documentez pourquoi. Lorsqu'une instruction se sent éteinte, augmentez-la. Pas par souci de conflit, mais pour la vérité. J'ai senti la pièce se pencher. Les employés échangeant des regards qui disaient « Oui, cela résonne ». Je me termine avec une ligne que j'avais pratiquée dans d'innombrables projets, mais je n'ai livré qu'une seule fois. Parfois, les gens pensent que le silence est une faiblesse, mais parfois le silence est de la planification. Et un plan intelligent, un fait documenté peut tout changer. Les applaudissements qui ont suivi ont été soutenus et sincères, faisant écho au mur de verre d'une manière qui ressemblait à la justification non pas de ma lutte, mais de notre capacité collective à faire mieux. Je me suis éloigné du podium, laissant non seulement une liste de contrôle des réformes, mais une culture renouvelée de responsabilité. Alors que je sortais de la scène, Gwen m'a rencontré un signe de tête et quelque part dans la foule, une poignée de collègues bouche, merci. À ce moment-là, j'ai réalisé que la victoire ne faisait pas partie de briser le pouvoir de quelqu'un. Il s'agissait de permettre à tout le monde de parler, de documenter et de conduire un changement positif. Et alors que je rejoignais la foule épaule-épaule avec d'anciens sceptiques et alliés, je savais que j'avais gagné quelque chose de bien plus grand qu'un travail restauré. J'avais aidé à forger un avenir où la vérité était notre devise la plus forte.